Salut Maude, salut Ariane, salut Blanche. Salut. Salut. Ça me fait très plaisir de passer une partie de mon dimanche matin, enfin fin de matinée avec vous. Euh, je voulais vous parler parce qu'à la suite d'un article en fait de Télérama du 21 octobre, un article de Mathilde Blottière et de Julia Vergelli qui s'appelait Trop de coups à prendre, trop peu à gagner, la fin de l'artiste engagé. Euh, Mode, tu m'as envoyé un message et tu m'as dit hey, ça serait bien d'en discuter plus en profondeur que l'article. Alors, je dis pas que l'article était mauvais, mais c'est compliqué dans un article de je sais pas, 800 mots de vraiment couvrir la question. Et donc, je me suis dit, ça serait super d'en parler avec des artistes engagés et des femmes artistes engagées, parce que c'est important de le dire aussi. Et donc, je voulais commencer par toi, Mode. Euh, En fait, pourquoi t'as eu envie qu'on en parle de cette question de l'artiste, de la fin de l'artiste engagé? Point d'interrogation. Bah, d'ailleurs, il est intéressant, leur titre, il parle de plus de coups à prendre que que de choses à gagner. Alors, en fait, un artiste, il doit, même l'idée qu'il doit gagner, quoi, il doit gagner des points, déjà, c'est quelque chose qui m'interroge. Depuis, depuis une semaine, cet article m'a rendu un peu dingue parce que je me suis demandé, déjà à quel point on était libre de parler en tant qu'artiste et que moi j'ai la naïveté, peut-être la bêtise de, de parler, mais je le fais autant sur les plateaux que quand il y a une cause qui m'interroge. Les réponses que donnaient certains artistes dans l'article m'a, m'ont paru parfois pas très vraies, dans le sens où, comme si l'artiste se dédouanait de dire ben non, c'est pas tant moi, c'est un système, c'est des injonctions. Euh, ça m'a fait penser, voilà, à l'année que j'ai passée. Donc effectivement, depuis un an, je poste des choses, j'en parle autour de moi, je vais à des manifs. Dans quelle mesure moi j'ai été inquiétée très précisément. En fait, j'avais besoin de parler de ça très concrètement. De quoi on parle? Parce qu'effectivement, depuis la première tribune signée en fin octobre 2023, j'ai reçu des coups de fil pour me dire c'est trop compliqué, tu peux pas comprendre, en gros. Et attention. Et alors ma première question c'était attention à quoi? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive si je fais part en l'occurrence de mon état de sidération en octobre 2023 et de peine et d'empathie, qu'est-ce que je risque très concrètement? À ça, j'ai jamais eu de réponse précise quand je pose la question. Donc c'est comme si je devais avoir peur globalement. Et ça c'est insupportable. Après, j'ai décidé de. Et puis je pouvais pas faire autrement parce que ça sortait par un peu par tous les pores. J'ai continué à par tous les pores de ma peau. J'ai continué à parler et à dire les choses. Au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup plus de messages de soutien et que d'insultes parce que oui sinon c'était insultant. Euh, et donc je me suis dit non, je sais, j'ai pas le sentiment d'avoir risqué quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Très concrètement, je vis de la même manière qu'il y a un an. Et quand j'ai rencontré justement Karim Katan et qui était à bout de souffle et qui nous disait, ben, nous on a besoin de relais de voix, notamment de voix blanches, parce que on est à faune, on est fatigué, on a une tristesse qui nous accable. Euh, ouais. Quand je l'ai rencontré sur le, lui, il était presque curieux de, en fait, il y croyait plus, il voyait plus l'empathie notamment des Français blancs envers la cause palestinienne. Et
Et je lui ai dit, écoute, moi je suis là pour te dire, en tout cas que je n'ai rien risqué pour ma peau, quoi. Je n'ai pris aucun risque. Donc ça c'est un message que j'ai envie de faire passer. On peut, enfin tout va bien de prendre la parole. En tout cas moi, mon expérience, elle est celle-là. J'ai pas eu moins de casting, j'ai pas eu moins de rencontres. Je, voilà. J'ai eu des choses qui m'ont dit inquiète-toi et j'ai décidé de pas m'en inquiéter et ça va. Merci. N'hésitez pas à rebondir, Ariane et Blanche, mais je voulais juste préciser deux trucs. Quand tu parles mode de la tribune d'octobre, c'était une tribune du coup qui appelait un cessez-le-feu à Gaza. Ouais. Et c'est parce que c'est vrai que j'ai présenté la conversation comme la question de l'artiste engagé, mais c'est qu'en ce moment, la question de l'engagement se pose concrètement sur ce qui se passe à Gaza. Donc on va pas mal parler de ça, d'autres choses aussi, mais c'est vrai que là, Gaza nous préoccupe à tous et toutes. Mais voilà, Ariane et Blanche, si vous voulez Moi, réagir, j'ai n'hésitez une pas. expérience similaire. Moi, mon engagement, il a commencé il y a maintenant 3 ans, je pense, sur les violences sexistes et sexuelles et le racisme dans le cinéma. Euh, quand on a voulu, avec d'autres actrices, monter une asso qui s'appelle donc l'ADA, l'association des actrices, qui, qui a l'espoir de changer ce milieu misogyne et raciste, évidemment, j'ai beaucoup entendu vous allez passer pour un groupe de chieuses, vous allez perdre des opportunités de travail, ça va être un vrai problème. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de gens à qui on vous appelle et qui avaient très peur et qui ne voulaient pas se joindre à nous. Moi, depuis, je parle absolument librement et de ces sujets-là et depuis évidemment de Gaza aussi et en Grèce de la politique migratoire de la Grèce beaucoup parce que c'est aussi un des sujets en tout cas qui occupe le pays dans lequel je vis aussi. Et comme toi, Maud, j'ai entendu des gens inquiets pour moi, ou je sais pas trop quelle forme ça prenait, ou inquiets pour eux, j'en sais rien. Mais je me suis toujours pas tue et tout va bien. Je partage le même constat, c'est que cette fameuse idée de la liste noire ou de ce danger voilà, qui nous guette. Sincèrement, je sais pas un moment que je le dis, tout ce que je risque, en tout cas dans le mon milieu professionnel, c'est de pas travailler avec des connards, quoi. Donc, ça me pose pas de problème. S'agissant du milieu du cinéma, hein. Et puis, en tout cas, je pense que c'est aussi soi-disant un risque à prendre pour aussi garantir le fait qu'on travaillera avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et ça, je trouve ça plutôt joyeux. Donc, les personnes qui disent risquer énormément, c'est risquer potentiellement de travailler avec des gens voilà, qui sont pas du tout alignés avec nous-mêmes. Donc, voilà, ça me questionne aussi. Les personnes qui sont inquiètes, ça veut dire qu'elles sont prêtes voilà, à travailler avec à peu près n'importe qui. Et ça aussi, c'est une question à se poser. Voilà. Oui, moi je dirais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, moi j'ai remarqué quand même un changement, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une espèce, depuis que je travaille euh, un petit peu dans le cinéma, j'ai toujours eu un espèce de fond de roulement de propositions un peu nulles que je refusais. De temps en temps, une proposition d'un projet intéressant, beaucoup plus rare évidemment. Heu et là, c'est vrai que je n'ai plus le fonds de roulement de propositions nulles. Bon, c'est pas grave en fait, puisque de toute façon, c'est des projets auxquels j'aurais dit non. Mais il y a eu un effet, il y a eu un avant-après, heu, ouais, c'est sûr, sur la Palestine. Je pense que de toute façon enfin oui, enfin l'histoire de l'artiste engagé, ça recouvre en fait, bah, énormément de choses. Je sais pas si on aura le temps de couvrir tout ce que ça pose comme question, quoi. Il y a évidemment la question des sujets sur lesquels les artistes s'engagent, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins permis, plus ou moins glamour. Voilà, il y a des sujets que le capitalisme et même le capitalisme de séduction dans lequel on est aujourd'hui accepte et intègre.
On connaît voilà, l'histoire du greenwashing sur le combat écologique. Il y a même une partie du féminisme, je pense, qui peut être un peu intégrée jusqu'à un certain point, hein, par le capitalisme aujourd'hui. Voilà, il y a des sujets qui sont presque OK pour les artistes et voilà, la porte est ouverte pour les artistes pour en parler. Il y a des sujets qui sont pas sexy du tout, genre l'extrême pauvreté, le mal logement. C'est des sujets qui sont un peu abandonnés par les artistes, je pense ouais, parce que pas très, je sais pas très sexy, je pense. Et puis il y a les sujets interdits. Et je crois que la Palestine fait partie des sujets interdits. En France, parce que c'est vrai que moi je me suis retrouvée à tourner à l'étranger. Dès que je passe la frontière, que ce soit en Suisse, en Belgique, en Espagne, des frontières, enfin, des pays proches, euh, on me disait oh là là, en France ça a l'air d'être terrible de la pouvoir parler, ça a l'air d'être un vrai problème chez vous en tant qu'artiste. Donc c'est ressenti par nos voisins. Et je pense que c'est Mais pas du tout un ouais, hasard, hein. vas-y. Je pense que c'est encore une histoire de, il y a, je- il y a eu beaucoup d'argent investi sur le territoire français. Euh, je sais pas à quel point les fermatrolles ont joué ou pas, mais moi je trouvais ça très étrange que sur mon compte Instagram où j'ai vraiment peu d'abonnés, genre je sais pas 2000, vraiment peu. euh, Pourquoi les gens pouvaient prendre du temps pour m'écrire à moi en essayant en plus des choses très cyniques, en essayant de faire sortir, comme si j'avais une haine qu'il fallait que je fasse sortir, comme s'ils essayaient de déguiser ça et je comprenais pas tellement. Je disais, c'est du temps quand même pour ces gens-là et je suis une cible vraiment minuscule, quoi. Je vais rien changer à la sauce. Donc ça m'a interrogée. Je me suis dit, si moi, il y a des gens qui prennent le temps de faire ça, alors pour ceux qui ont effectivement une visibilité plus forte, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vrai que la question euh, se pose. Je sais pas, Blanche, si tu es sur Insta ou si combien d'abonnés tu as? Non, t'es pas sur Insta. Non, j'ai une page Facebook. Je sais qu'à une époque, j'avais pas loin de 1 million d'abonnés. Ah ouais. Mais très vite, j'ai cessé de regarder les commentaires euh, parce que c'était pas, enfin, je veux dire, il y avait quelques messages de soutien évidemment, mais enfin, le reste, c'était voilà des techniques d'intimidation diverses, bon, moi je commence de plus en plus hein, à avoir sincèrement de la peine pour les gens qui ont grandi dans la propagande israélienne, Mhm. euh, parce que je sais qu'ils vont se réveiller un jour, comme c'est ce qui arrive à beaucoup de juifs américains, et notamment de façon accélérée depuis le 7 octobre. Je pense que ça va être très 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 dur, le réveil. Sortir d'une situation d'abus dans laquelle ils ont été mis, ces gens, en fait. Donc, voilà, je suis passée d'un état de sidération, colère extrême, à maintenant vraiment à me dire, mais quand ces gens vont se réveiller, et pas seulement les juifs pris dans la propagande, hein, aussi bah, nous, enfin voilà, tous les blancs privilégiés de gauche. Et bon, pour parler des artistes, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a il y a plusieurs choses. Il y a quand même aussi le fait que l'industrie du luxe, notamment, a complètement c'est accaparé les artistes, l'image des artistes et des gens les plus connus, pour parler du monde du cinéma. C'est-à-dire que quand on repense à Cannes dans les années 60, où les gens s'écharpaient sur les films, c'était des débats politiques, voilà, on était là que pour les films, pour le cinéma. Aujourd'hui, c'est un défilé de mode, voilà, voilà, c'est des stars qui se baladent avec
des millions de bijoux sur elle, enfin, des montres à 20 000 euros, enfin, je veux dire, le corps des artistes les plus connus appartient aux milliardaires qui possèdent aussi maintenant la quasi-totalité des médias. Je veux dire, comment effectivement on peut penser qu'on peut ouvrir sa gueule sur des sujets aussi, sur des sujets qui mettent autant en danger l'existence même du système que le sujet d'Israël-Palestine. Bah, en fait, c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'ils ouvrent pas leur gueule. Enfin, il faudrait qu'on. Oui, et en même temps, par rapport à l'âge d'or d'Hollywood, où les acteurs étaient à l'intérieur des studios, euh, j'entends ça, qu'effectivement, il y a une industrialisation comme ça de l'artiste, mais je trouve il fonctionne en grande partie sur une forme de présomption. On se dit, tiens, si je vais dire ça, alors je risque ça. Euh, je trouve que, je trouve que ça se tente, surtout quand il y a des choses aussi graves. Sur l'entre-deux tours des législatives en France, euh, il y avait un vieux groupe WhatsApp qui s'est réactivé, qui datait des dernières élections présidentielles, où effectivement le monde de la culture, c'était dans le théâtre, plutôt des gens qui viennent du théâtre privé, avait massivement signé une tribune pour faire front à l'extrême droite. Ce même groupe, donc ces mêmes gens, entre deux tours, moi je leur ai écrit en disant, est-ce qu'on ferait pas quelque chose avec la même idée de s'opposer à la montée de l'extrême droite. Euh, la réponse que j'ai reçue directement de quelqu'un que je trouve très honorable, dont j'ai pu d'ailleurs être assez fan quand j'étais jeune, la réponse immédiate, ça a été qu'est-ce que vous pensez de Rima Hassan? Elle est syrienne. Je parlais même pas de la Palestine, hein, je parlais voilà, de la politique française. À partir de ça, tout le monde était adulte, les gens n'avaient pas l'air spécialement bourrés sur ce compte. Il y a eu une déferlante de haine, c'est-à-dire que chaque personne qui prenait la parole devait commencer par je hais Rima Hassan, et puis après essayer vaguement de me répondre. Ça, c'était d'une très grande violence parce qu'effectivement, à ce moment-là, nous, on est protégés, c'est pas un WhatsApp public, ça n'engage en rien, enfin, il n'y a pas d'enjeu. Et il y avait un déferlement vraiment de haine gratuite. Donc, à un moment, j'ai répondu, est-ce qu'on peut juste, enfin, ça n'est pas normal de d'être aussi insultant et d'être vraiment de l'incitation à la haine et puis enfin, c'est même, je la tue. Enfin, c'est comme ça, c'était facile, ça sortait facilement. Donc là, c'était décorrélé, je veux dire, d'un système. Et pourtant, c'était absolument là. Et il était de bonne aloi, avant de commencer à prendre la parole, de soi-même faire preuve de cette haine. Donc, avec ces deux spectres d'un côté, alors oui, il y a eu très peu de prise de parole pendant les législatives des acteurs, hein. Et ça, je me l'expliquais justement par l'industrialisation de nos métiers. Et en même temps, c'était complètement raccord avec quelque chose la sphère privée que je ressentais, qui était petit, qui était cette chose un peu de détresse personnelle qui tout d'un coup se fait entendre en décidant de détester quelqu'un d'autre et voire de la menacer de mort comme ça, gratos. Donc, je sais pas, je trouve en tout cas, il y a quelque chose à inventer, il y a un courant à inventer entre cette sphère très large, oui, il y a un système et oui, il y a un capitalisme et quand la bête du capitalisme se meurt, effectivement, elle va montrer ses crocs de manière terrible et, et elle le fait déjà. Mais je peux pas me dire qu'il n'y a pas
un courant faible, un courant sourd, un courant underground, quelque chose à inventer de la part des artistes à l'intérieur de ce système-là. Et je pense que ça passe par le collectif et par la solidarité. S'il y a un moment 400 artistes stars qui disent, euh, qui prennent position contre l'extrême droite ou contre un fascisme, on ne peut pas demander à tous les artistes, toutes les stars d'un pays de se taire massivement. Alors c'est un truc à organiser, mais il faut l'organiser. Ça fait enfin, C'est un contre-pouvoir, quoi. ça fait un moment, je pense, et que toi, Franck, et nous de notre côté, enfin, qu'on fait appel à ces stars dont tu parles. Et il faut quand même se poser une question qui doit être, qui a à faire avec la France exclusivement, parce que des figures de stars qui en plus sont dans des gros studios, genre Marc Ruffalo, qui lui prend la parole de façon complètement libre et hyper construite sur des sujets, sur la Palestine, sur des sujets d'écologie, mais voilà, on confonde. Euh, c'est un produit capitaliste pur, Marc Ruffalo. C'est Hulk, quoi. Et je prends lui comme exemple parce que je pense que c'est peut-être à Hollywood celui qui est le plus articulé sur ces questions-là, mais en France, on ne peut pas s'imaginer une seconde voir l'équivalent d'un Marc Ruffalo parler comme il le fait. Et c'est une vraie question à se poser. Et ils ont le même rapport avec les marques. Ce que tu disais, Blanche, c'est très juste aussi. Que le corps appartient à les corps des artistes appartiennent à des milliardaires. C'est vrai outre-Atlantique aussi. C'est pas une exception française. Et du coup, la différence, elle se joue encore ailleurs. Et moi, je n'ai pas la réponse. Hein, je me questionne. Mais Ben, on n'a pas du tout. Enfin, faut toujours penser le truc dans le cadre d'un contexte historique et national. En fait, on n'a pas du tout le même rapport avec ce qui se passe en Israël et en Palestine que les Américains. Enfin, c'est, euh, on a un rapport beaucoup plus tabou dans le non-dit, cette espèce de culpabilité. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pareil. Je crois pas qu'on puisse comparer en fait la façon dont les Américains peuvent ouvrir leur gueule, et d'ailleurs, il y en a quand même pas beaucoup, et la façon dont nous, on se sent beaucoup plus muselés mm, parce que l'histoire est pas du tout la même. On est à la fois coupable de, d'avoir fermé nos gueules beaucoup fermé nos gueules pendant l'Holocauste, et ensuite, maintenant, forcément, une part de nous sait aussi qu'on est coupable de ce qui se passe à Gaza, puisque c'est nous qui avons encouragé tout ça, c'est nous qui avons pas, voilà, permis Mm. le délogeage et les massacres de Palestiniens. On le sait tout ça. Enfin, je veux dire, quand tu as les Américains. peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas informés, qui ne s'informent pas, bien sûr, mais une très grande partie d'entre nous sait très bien. Les Américains ont leur On dose de comprend culpabilité et de pas à jouer dans le conflit actuel. Hein. Enfin, je pense qu'il y a une conscience de ça aussi, de leur part. oui, oui, je parle de Oui, leur mais c'est gueule. vrai qu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale, ils sont un peu arrivés Oui, après oui. coup. Non, comme Donc, fond. mais c'est vrai que sur la question de l'antisémitisme, par exemple, moi, quand, quand j'ai senti que, voilà, ça rôdait tout le temps, ça allait nous tomber sur le nez, dès qu'on prenait la parole, pour un cessez-le-feu, par exemple, je me disais, mais c'est terrifiant de penser, d'associer même la judaïcité à la politique d'extrême droite, au Likoud, la politique extrême droite israélienne. Je me dis, ça, pour moi, enfin, c'est presque l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que, ouais, l'antisémitisme, pour moi, c'est de dire, bah oui, que si tu es de confession juive, il va de soi que tu dois massacrer une population.
de faire porter ça sur la communauté juive, ça, je trouve que c'est vraiment, c'est une grosse violence et c'est une grosse forme d'antisémitisme, si je dois, en fait, de mon point de vue. Après, pourquoi il y a quelque chose, mais je suis d'accord avec toi, Blanche, il y a quelque chose qu'on ignore de nous-mêmes sur cette question, sur ce conflit, sur à quel point on est concerné, on se sent concerné, et pourtant, en partie dans le déni. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a effectivement pas digéré, que quand tout d'un coup on entend parler de vieux résistants et nous rayonner en disant ah oui, la France résistante, mais il faut savoir qu'en grande partie la France était collaborationniste, les Français étaient c'était plutôt ça la réalité. Et donc je pense qu'effectivement il y a un truc à traverser de son propre démon français dans le rapport aussi aux colonies. Ça, moi je trouve que ça, quand justement on nous disait mais alors vous comprenez pas, c'est trop compliqué. Alors effectivement c'est intéressant de se mettre à lire sur historiquement sur ce qui s'est passé au Proche-Orient, mais pas que, sur l'Algérie française, de savoir effectivement comment tout d'un coup l'Algérie, à quel moment elle devient française et pourquoi. Euh, c'est un cas d'école. C'est c'est le cas de petits généraux qui manquent de pouvoir, qui manquent de puissance et qui décident d'aller faire ça. En fait, c'est presque le fait de peu d'hommes. Et pourtant, après, l'Algérie devient française pendant plus d'un siècle et avec les violences qu'on connaît. Euh, donc, je pense il y a un rapport, t'as raison, assez intime à soi, à soi. De, je, il y a presque un truc de croire en soi. Je pense que d'une certaine manière, il y a un désaveu qui est fait à cet endroit-là. Assez. Ouais, comme, en fait, il faut pouvoir de nouveau croire en soi, sa faculté à être un personnage empathique dans le monde. Enfin, bon, j'élargis un peu globalement, hein. Je voulais vous poser une question en fait, et, parce que on sait que il y a ce truc qu'on dit en anglais et en français, c'est s'engager, se mobiliser, s'organiser. Des processus qui sont comme des étapes à faire avant vraiment l'organisation et la mobilisation. Pour moi, ils oublient peut-être un mot, c'est qu'avant de s'engager, il faut vraiment s'éduquer. Et je me disais, Maud, tu as fait partie intégrale de ces réunions qu'on a eues depuis novembre dernier sur la question de la Palestine. Et je pense que tu l'as vu, je l'ai vu en tout cas moi de mes propres yeux. On en a parlé, l'histoire de la Palestine et ce qui se passe à Gaza. Il y a eu une propagande de désinformation qui date pas d'hier et qui fait que des gens, par exemple ces gens sur ce groupe, alors que tu leur parles du Rassemblement national, te parlent de Rima Hassan. Ça c'est tout à fait les effets de la propagande des médias que détiennent d'ailleurs souvent les milliardaires qui détiennent aussi les marques, qui payent aussi les artistes, quoi. C'est tout un groupe comme ça qui est bien entre eux et qui sont ouvertement en plus d'extrême droite, hein, ils ne le cachent pas. Mais du coup, je me demandais, et peut-être te poser la question à toi, Ariane, puisque clairement, tu es dans la question de l'engagement, mais avec l'ADA, l'association des acteuristes, tu es concrètement aussi dans la question de comment on mobilise, comment on éduque les gens. Euh, Est-ce que, en fait, ouais, une question plus globale, comment déjà vous en êtes arrivé à, alors je sais pas si on peut dire ouvrir les yeux ou à comprendre ce qui se passait vraiment, par exemple en Palestine? Je suis hyper intéressé par le processus qui amène à se dire merde, ce qu'on nous avait dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des sondages encore il y a une quinzaine d'années en Angleterre où les gens disaient c'est la Palestine qui occupe Israël. C'était vraiment, ils avaient réussi à inverser le truc à ce niveau-là en fait. Donc à quel moment on commence à comprendre ce qui se passe et après comment transformer ça en engagement concret quoi. Et Ariane, si tu veux, tu peux répondre à cette question, mais nous parler concrètement de ce que tu peux nous dire, en tout cas de l'ADA. Tu vois, comment vous vous organisez à ce niveau-là. Bah, c'est vrai que enfin, si je prends le schéma de l'ADA et comment c'est arrivé et ce qui s'est pas tout à fait encore passé pour moi sur le conflit de la Palestine, c'est qu'on a fait un constat euh, entre plusieurs actrices qui se réunissaient chez Iris Bray à l'époque, comme ça dans des dîners informels, et où on réalisait en fait que on ne communiquait pas du tout entre nous, qu'on avait un grand sentiment de solitude et qu'il y avait une vraie volonté finalement
de nous faire croire à une concurrence qui fait qu'on était forcément des ennemis et pas des alliés, quoi. Euh, donc, il y a voilà, le fait d'ouvrir les yeux, c'est ça. Ensuite, de partager nos expériences, voir qu'elles sont communes et changer le récit, en fait, dans lequel on a grandi. Donc, c'est en ça que je pense que c'est commun avec le fait d'ouvrir les yeux sur le conflit en Palestine, c'est que à un moment, il faut être suffisamment nombreux, nombreuses pour se nettoyer de cette désinformation, essayer de retrouver finalement ce qui se rapprocherait le plus d'une réalité et d'une vérité. Et de là, voilà, croire, comme tu le disais, Maud aussi tout à l'heure, croire au collectif et à une possibilité d'avoir une action concrète sur les choses en étant en apprenant aussi, parce que un des buts de l'ADA, c'est d'inviter des personnes, des universitaires, des avocats, des personnes engagées aussi, des militants, militantes, pour nous éduquer. Il y a aussi le fait d'accepter de ne pas savoir beaucoup de choses, notamment sur les images qu'on produit, par exemple, nous, en tant qu'actrices et acteurs, et savoir l'impact que ça a. Ça demande aussi l'éducation que tous les acteurs ne font pas. Donc il y a aussi l'acceptation de son ignorance, faire appel aux sachants. Moi, je sais que j'ai fait un peu ça avec toi, Franck. Je suis un peu allée toquer à ta porte en disant j'ai besoin d'infos. Je vis pas à Paris, donc moi j'ai raté toutes les réunions. J'essaye autour de tes vidéos, autour de tout ce que tu fais, de m'éduquer aussi pour défaire le récit dans lequel j'ai grandi, clairement, qui est, comme tu l'as dit, presque un renversement de la Palestine occupe Israël, quoi. Vous n'êtes peut-être pas arrivé à ce point-là dans mon esprit, mais je sais que j'ai grandi dans un monde qui m'a fait croire ça pendant un temps. Donc, quand le conflit enfin, le conflit existe depuis la nuit des temps, là, maintenant, mais quand il y a eu ces premiers événements, en fait, ça paraissait évident pour certains et pas pour tous, quoi. Et moi, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je me dise, attends, merde, c'est évidemment atroce, c'est clairement le début d'un génocide. Les seules personnes qui disent ce mot se font complètement tacler. Moi, je sais qu'il y a une agente américaine très en place qui a utilisé assez tôt le mot génocide, s'est fait complètement insulter, blacklister, défoncer, quoi. Et du coup, je me suis vraiment demandé, mais alors pourquoi ce serait si faux ce mot? Enfin, voilà, ça ouvre forcément des portes et des questions, mais c'est un travail à faire. Et je pense encore que collectivement, il y a il y a un travail à faire entre les acteurs et les actrices sur ces sujets-là. Je parle de ça parce que voilà, c'est mon milieu, mais et aussi parce que certains et certaines ont une parole qui porte plus que la mienne, clairement. Et, euh, et collectivement, il faudrait qu'on arrive à leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont aussi, quoi. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais voilà. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité absolue de déconstruire les mensonges. C'était un petit peu mon objectif, moi, quand j'avais fait ce sketch avec Aymeric Lomprey, en fait, sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme, que je trouve particulièrement abject, en fait. Et bon, c'est pas la seule arme de propagande. Il y a aussi les mensonges complètement directs. Et vraiment, là, je pense qu'il y a il y a une mise en cause des médias à faire. C'est plus possible d'être informé comme ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment éteindre sa télé, éteindre la radio et s'informer, voilà, de manière, enfin, à travers des médias qui sont indépendants et voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, je sais pas, je repensais l'autre jour à l'histoire des 40 bébés décapités, des femmes enceintes éventrées. Avoir fait croire ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3, 4 semaines. Et encore, quand ça a été démenti quand Israël a bien voulu dire qu'en fait, ils ne savaient pas trop, alors que c'était parti d'infos de soldats israéliens, etc. Et que donc, c'était pas confirmable par, voilà, euh, et qu'en fait, apparemment, le 7 octobre, il y a un bébé qui est décédé, je crois, qui a été assassiné, qui n'a pas été décapité. Bon, le fait que utiliser ça pour faire penser que
euh, les attaques du 7 octobre avaient été faites par des barbares semi-animaux, etc. Euh, enfin, je veux dire, c'est épouvantable que les médias français n'aient pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. Enfin, on sait très bien que la fiole de Colin Powell, c'est ça qui a provoqué, je ne sais plus, 5 millions de morts dans la région, là-bas en Irak. Euh, on sait comment ça fonctionne. Les médias savent très bien que les moments où on lance des guerres, c'est les moments où il y a le plus de mensonges. C'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça et de surtout pas divulguer des informations qui sont pas confirmées. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment une colère contre les médias là qui est, je trouve que c'est, ouais, avec les gouvernants, les plus gros responsables. Et je peux juste intervenir. Je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment, Blanche. Mais il y a une question qu'on n'a pas abordée. Peut-être qu'on aura. En fait, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder. Mais c'est aussi que ceux qui sont en train de mourir à Gaza sont des Arabes. C'est pas tout à fait comme nous. C'est ça que les médias veulent nous faire croire aussi, parce que tu parlais de l'Irak, de Colin Powell et du mensonge. On sait que Colin Powell a basé son discours sur oui, il y a des crimes, il y a des armes de destruction massive, en tout cas en Irak en ce moment, et elles peuvent arriver aux États-Unis ou à Londres en 45 minutes. Donc nous sommes devant un danger immédiat. Il faut tuer Saddam Hussein. Sur la dissertation d'un étudiant italien qui avait écrit un étudiant, tu vois, il a basé son intervention aux Nations Unies là-dessus. Et ça a été repris partout, et on a fait, comme tu dis, parce qu'il y a les millions en Irak, mais tout ce qui est avec la Syrie et Daesh et Al-Qaïda, ça fait partie du même bordel. Mais ce qui était super, super intéressant, mais ce qui a été, c'est que quelques années plus tard, après la guerre, le massacre en Irak, on a posé la question à Tony Blair, qui était donc Premier ministre anglais, si vous deviez, en sachant aujourd'hui le nombre de morts qu'il y a, donc c'est pas comme s'il ne savait pas, vous acceptez aujourd'hui qu'il y a eu des millions de morts, etc. En sachant ça, si vous deviez le refaire, le referiez-vous? Et Tony Blair a dit oui, sans hésiter une seconde. Et il y avait quelques années plus tôt Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État aux États-Unis pendant le massacre en Irak. Et il y a un journaliste, c'est en vidéo, qui lui pose la question, mais Madame Albright, 500 000 enfants sont morts. Est-ce que 500 000 enfants, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Et elle a répondu de manière très simple, oui. Il y a ce côté quand même. Imagine la question inversée. Est-ce que 500 000 enfants ukrainiens ou 500 000 enfants français, parce que je sais pas qui, personne ne répondrait ça. Donc il y a l'islamophobie, ce racisme anti-arabe et encore plus anti-palestinien, qui est aussi une question évidente dans tout ça, tu vois. Enfin, disons que c'est aussi la façon dont on justifie, c'est-à-dire que voilà, l'islam, cette religion archaïque, voilà, c'est aussi en fait une façon de justifier l'islamophobie. En fait, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Est-ce que, je veux dire, c'est pas plutôt, il faut absolument préserver un bastion blanc au Proche-Orient, au milieu des zones où il y a du pétrole? Enfin, je veux dire, il y a un moment où tout ça est faux. Les enfants israéliens qui naissent et qui naissent là-bas, et même aussi, enfin, c'est ce que le documentaire Israélisme mettait en évidence, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on leur apprend une seule chose à propos des Palestiniens, c'est que c'est des gens qui veulent tuer des Juifs. Euh, Ils savent très bien que c'est pas vrai quand ils montent la tête comme ça, des enfants le savent en fait. Enfin, je veux dire, euh, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt nous, enfin, je veux dire, nous en tant que peuple, bien sûr que on est, si on est biberonné à CNews et BFM, etc., on devient islamophobe. Mais les dirigeants, je pense qu'ils poursuivent d'autres intérêts que des intérêts civilisationnels où il faudrait protéger
se protéger contre l'islam. Enfin, c'est ce qu'on fait croire au peuple pour s'assurer une masse qui a peur des Arabes, effectivement, ouais. Il faut pas oublier, désolé, mais que tous ces gens, en ce moment, tous ces hommes politiques qui se disent fervents soutiens d'Israël, du peuple juif, donc sioniste, c'est vraiment de la foutaise. C'est que Israël aujourd'hui sert très directement à ces États-là, et qu'il faut pas oublier aussi que l'état de guerre permanent permet à des gens de s'enrichir à hauteur de milliards de dollars. Là, je lisais un document du Brown Institute aux États-Unis. Entre le 7 octobre et fin septembre, les États-Unis ont donné 22 milliards d'aides militaires à Israël, ce qui correspond à peu près à 70% du génocide en fait. Donc c'est qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus. Le jour, j'en suis convaincu, hein, où Israël ne servira plus aux États-Unis et à l'Angleterre, les Juifs, on s'en fout, en gros. Mais bon, c'est vraiment ça qu'il faut remettre en question. Je veux pas qu'on parle que de ça, surtout que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Alors, je me demandais si on pouvait... déjà, peut-être si vous avez d'autres choses à dire sur la question plus globale de l'engagement de l'artiste, il y a aussi un truc de privilège pour moi. Quand on a fait signer ces lettres là sur le cessez-le-feu, etc., on a eu beaucoup d'artistes racisés, comme on dit en France, qui nous ont dit, écoute, s'il n'y a que les rebeux et les blacks qui signent, on va encore associer évidemment, bah ouais, ils sont musulmans, donc de toute façon, évidemment qu'ils vont soutenir la Palestine. Et c'est vrai que moi je trouve que le plus on a de privilèges, alors moi dans l'échelon du privilège, là aujourd'hui je suis au top, hein, entre nous quatre, parce qu'en plus d'être blanc, je suis un mec, mais la question du privilège est hyper importante en fait. Et donc c'est clair que sur la question de la Palestine et même au niveau de l'éducation, tout ça, je trouve que c'est à nous, blancs, pour une fois, d'être au front un peu et de prendre des risques en fait. C'est pour ça que quand certains acteurs et tout me disent ouais tu comprends c'est compliqué, parce qu'on l'entend, hein, je suis avec vous à 100%, hein, mais c'est compliqué. À un moment on parle d'un génocide. Donc il faudra que Coco, t'arrives à te regarder dans la glace dans 30 ans quand ton arrière-petit enfant ou je sais pas quoi te dira hey, t'étais où au moment du génocide. Vous trouvez pas qu'il y a vraiment cette question aussi à remettre en place du privilège en général en fait dans nos sociétés? Si, c'est évident. Ça paraît tellement évident que non, je vois pas de quoi tu veux parler. Non, mais c'est pour ça, quand tu dis blanche, à quel point on sait les choses. Blanche, blanche. Je trouvais ça, d'ailleurs, quand Blanche t'est apparue dans le paysage du stand-up, je me suis dit, waouh, Blanche, elle avance avec ça. J'ai trouvé ça hyper, hyper fort, hyper puissant. Je sais pas, je m'étais dit, j'étais au milieu du Jamel Comedy Club et je me dis, bah ouais, bim, elle s'appelle Blanche. Je trouvais que c'était, enfin, tout à coup, je trouvais ça super puissant. Je voyais une sorte justement de contre-pouvoir à l'intérieur de ça. Une nana blanche qui a pensé avec son prénom, qui a inventé un circuit d'humour à partir de ça. Je me rappelle d'avoir été frappée par ça. Il y en avait pas 36 000 à cette époque-là, d'une humoriste blanche et qui en plus partait de enfin qui était complètement au clair, qui jouait pas à autre chose, quoi, qui jouait pas une autre culture que la sienne. Je trouvais ça très fort. En fait, je peux, enfin, j'ai envie de parler de plein de trucs différents, mais en fait, cette histoire de privilège, on se rend compte que c'est tellement profond. Si je veux parler de mon cas, moi, je suis née dans une famille de communistes intellectuels très, très engagés. Mon père a eu sa carte jusqu'à la mort. J'ai eu la chance de voyager en Renault 9 dans toute l'Europe de l'Est, un peu partout dans le monde. Enfin, une famille extrêmement ouverte. On a toujours eu des étudiants étrangers de mon père qui venaient passer des longs séjours chez moi. J'ai vraiment grandi dans la culture antiraciste très très fortement. Une partie de ma famille est juive, ils sont tous à l'Union des Juifs pour la paix.
voilà, j'ai grandi dans cette ambiance. Après, j'étais à la fac, j'étais très, très militante. J'ai lutté avec les sans-papiers. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé une de l'Humanité il n'y a pas longtemps, en 96, où on me voit me battre avec des CRS devant la grille de l'église Saint-Bernard. Et cette nuit, on veillait, en fait, on protégeait l'église Saint-Bernard dans laquelle étaient réfugiés des sans-papiers, et il y avait Emmanuel Béard qui était là. Et je me rappelle que c'est la première actrice qui a perdu son contrat. Elle a perdu son contrat avec Dior juste après ça. Et, ouais. Et en fait, bon, voilà, moi j'étais là-dedans, et donc je me sentais complètement, voilà, oui, du bon côté. Enfin, en tout cas, j'étais droite dans mes bottes, j'étais dans une cohérence par rapport à mon éducation, évidemment, etc. Et ensuite, bon, j'ai été dans la comédie, j'ai un peu laissé tomber l'engagement, c'est vrai, j'ai un peu honte de ça d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas changé pour autant. D'ailleurs, bon, c'était un peu difficile pour moi de rentrer dans ce milieu. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réussi complètement à le faire. J'ai pas vraiment d'amis dans le cinéma. Bon, et ce que je me dis, c'est que bon, après, il y a eu ce gros réveil suite au 7 octobre, évidemment, parce que je me suis dit, ça y est, c'est la catastrophe, c'est maintenant. Euh, et malgré, voilà, malgré ce truc où j'ai l'impression que c'est dans mon ADN, l'antiracisme, euh, je me rends bien compte aujourd'hui que, en fait, j'avais quand même des idées, notamment pendant mes études de sociologie. J'étais plutôt du genre assimilationniste comme antiraciste. C'est-à-dire, je me disais, ouais, c'est bien, les étrangers, ils viennent, c'est super de la diversité, la mixité, etc. Mais c'est bien s'ils se déshabillent un peu de leur culture, comme ça, après, on est tous de la même culture. Et j'avais quand même ça, quoi. Et encore aujourd'hui, si vraiment je me questionne sincèrement à l'intérieur, évidemment qu'il y a une partie de moi qui me sent quand même euh, supérieure à une femme de mon âge qui aurait grandi dans un village au Bénin. Euh, il y a une partie de moi qui me sent quand même un petit peu supérieure. Il y a quelque chose, en fait. Je peux pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est à l'intérieur. Même si la nana, elle connaît l'intégralité de la faune et de la flore qui l'entoure, et que moi, je suis pas capable de faire la différence entre une marguerite et une pâquerette. Il y a quelque chose au fond de moi qui me fait me dire, ouais, ben moi, je suis quand même dans une démocratie, je sais lire, je sais écrire, tout ça, les droits de l'homme, tout ça, quoi. Mais parce on a aussi intégré, on est protégé, je veux dire même notre propre bêtise est vachement protégée. C'est-à-dire que si on dit une connerie énorme, c'est cool, hein, ça va, ça passe. Moi, je vois effectivement dans les gens de ma famille très proche. Déjà, j'ai été étonnée de leur adhésion aux idées de Marine Le Pen, alors que, comme tu dis, ils ont été éduqués, ils ont voyagé, ils ont fait. Moi, il y a des choses aussi que je m'explique pas tellement. Ils ont tous les éléments pour accueillir une altérité, et c'est le contraire qui se produit. Donc oui, il y a quelque chose intrinsèquement euh, qui où c'est ok de naviguer dans cette zone un peu un peu fasciste. Ouais, en fait c'est assez confortable. En France, là je m'en aperçois d'être gentiment fasciste. Ça, on risque pas grand-chose. Euh, et de la même manière, l'autre fois j'étais à Nation sur le quai du RER, et puis il y a des agents de la RATP qui ont pris un jeune homme, il se trouve qu'il était noir,
et qui ont fait enfin, on l'a vu maintenant, on connaît ce geste qui avait été interdit, puis maintenant qu'il l'est plus, où la personne n'arrive plus à respirer, elle est maintenue comme ça par la nuque. On a vu les vidéos, on sait que c'est un geste qui est mortel, enfin, qui peut conduire à la mort. Et à ce moment-là, on n'est pas à Gare du Nord, on est à Nation, la population, c'est 18 heures, c'est l'heure de pointe, on est quand même une petite clique de blancs bien sous tout rapport qui sortont du boulot, quoi. Moi, à ce moment-là, je suis avec une poussette, avec mon bébé. Euh, mais ça m'est insupportable. Donc, je suis là entre ma poussette et ce qui se passe. Et quoi faire? Et j'ose le faire parce que, en fait, j'ose prendre la parole parce que je me sais protéger du fait d'être blanche et un peu plus en plus du fait d'avoir un bébé. Enfin, je me dis, bon, s'il y a quelqu'un qui doit y aller là, qui doit dire quelque chose, ça doit être moi. Bon, très vite, le mec m'a fait, un des agents a en fait tordu cette idée puisqu'il a découpillé immédiatement sa gaz lacrymo et il m'a menacé avec. Donc mon bébé et moi. Mais je me suis dit, autour, il y avait les gens s'agglutinaient et à la fin, on était quand même une cinquantaine de personnes à regarder ça. Alors certains filmaient, je me suis dit, bon, ok, ça c'est une arme qui est possible. Mais concrètement, on est tous éduqués, on a vu ces images, on n'a pas, qu'est-ce qu'on a à perdre qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et là, je me suis dit, ça pose cette question-là de s'autoriser ou pas, de connaître peut-être même je pense qu'il va falloir s'équiper après avec des avocats, avec des juristes sur qu'est-ce qu'on peut faire collectivement comme action, dans quelle mesure et comment agir en fait pour inverser la violence en cours. En tout cas, ça m'a fait disjoncter sur ces questions-là. Et ce qui est sûr, c'est que j'étais protégée par ma blancheur. J'avais un joli manteau Agnès B. Et je me sentais comme, je sentais que c'était ouais, j'avais un petit, à tort, hein, mais que j'avais effectivement un petit super pouvoir. C'est complètement tordu non, mais parce en plus, ça n'opérait pas, quoi. J'étais là en me pensant protégée, donc en pensant protégée, en prétendant protégée, ça ne marchait pas du tout. En fait, ma prétention de blanche était presque pire, quoi. Dites, clairement, on pourrait parler une grande partie du dimanche, je crois, parce qu'en fait, comme je crois que tu l'as dit au début, Blanche, on a soulevé des sujets qui mériteraient des dissertations et autres, et c'est super. Mais là, ça fait plus de 50 minutes qu'on parle, c'est mon record, bravo. Première conversation qui passe la barre des 50 minutes. On peut le refaire, mais je pense qu'à un moment, il va falloir, là aujourd'hui, s'arrêter, à moins que vous ayez un truc mais hyper important à dire. En fait, je suis sûr que vous avez des trucs hyper importants à dire, mais je sais pas. Vu que ça fait 50 plus minutes, je me dis que on pourrait conclure, bien que ça fait bizarre de conclure, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment pas partir pour des heures. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Ouais, moi je voudrais juste rajouter un truc parce que c'était vraiment sur le sujet que tu voulais aborder de l'artiste engagé. Moi j'ai beaucoup entendu euh, de la part des artistes et des artistes un petit peu connus. C'est insupportable d'avoir l'impression d'être pressurisé pour choisir son camp. Alors déjà, moi je me demande comment ils ont été pressurisés et par qui. Donc d'abord, c'est quelque chose qu'ils inventent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand on dit ça, alors qu'on parle d'un pouvoir colonisateur qui bombarde des colonisés, c'est qu'on a choisi son camp. Donc il faut être clair avec ce qu'on dit. Voilà. Et je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'était l'archevêque Desmond Tutu qui disait être neutre en situation d'injustice, c'est prendre position pour l'opprimeur, en fait, et le colonisateur. C'est clairement, c'est évident. C'est clair. Écoutez, merci beaucoup.
Vraiment, c'était super intéressant. Merci à vous. Et Merci. Bah, j'espère que enfin voilà, s'il y a des artistes qui n'osent pas, parce que j'écoute, euh, enfin on a besoin d'être en nombre et d'être au clair, mais même simplement avec son empathie, quoi. Sa sensation, elle est importante de pas se faire avoir, même voilà. c'est évident. Merci Ariane, merci Blanche, merci Maud. Merci. Merci à Bonne fin de dimanche. Franck pour tout ce que tu fais. Et merci, c'est gentil.